question politique est un sujet très complexe à aborder en islam et cette difficulté est historique. Au sein de l'islam d'abord, elle a été primordiale et demeure dans la vie de beaucoup de savants l'équation qui causa les premières grandes divisions des musulmans de la première heure. En effet, un grand nombre installe la politique en dehors du cadre des fondamentaux de la foi à partir simplement d'une sorte de dédain, d'une représentation assez négative que leur inspirent des événements désagréables relatifs à la politique. On peut citer des meurtres sur la famille du prophète. On peut citer également la dissidence de certains groupes. Mais la politique étant une œuvre fondamentalement humaine, elle suscita des débats contradictoires et controversés au sein de l'intelligentsia depuis les savants musulmans classiques. Mais quelles que soient les divergences de vues, cela ne constitue pas un obstacle épistémologique. Si nous retournons dans l'histoire avec des pionniers comme Abul Hassan al-Mawardi au Xe siècle et Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah au XIIIe siècle. Quelles que soient donc ces divergences de vues, cela ne constitue pas un obstacle épistémologique historique. Il n'a jamais été question de scléroser la théorie politique en la transformant en une science, car la politique se nourrit de divergences, de théories contradictoires. On peut se rappeler à quel point le traité théologico-politique Al-Ahkam al-Sultaniya wal-Wilayat al-Diniya, les règles de la gouvernance et le pouvoir fondé par la religion, du calife et philosophe, le Cheikh Abul Hassan al-Mawardi, a suscité de nombreuses controverses au Xe et XIe siècle. L'autre exemple que nous voulons donner, c'est l'exemple pour dire qu'il n'y avait pas de fixation, il n'y avait pas de fixisme par rapport aux théoriciens classiques. Et c'est aussi en même temps une manière de montrer qu'aujourd'hui, les problèmes que nous avons, certains l'ont évoqué, par rapport au concept, par rapport à la terminologie concernant l'islam politique, on ne retrouvait pas ces problèmes-là en retournant dans le temps. L'exemple d'Ahmed ibn Taymiyyah est important lorsqu'il alla négocier des prisonniers chez les Mongols après le sac de Bagdad vers le XIIe siècle. Il y a une petite anecdote à ce niveau, parce que quand il est parti donc négocier des prisonniers, on lui a proposé donc de libérer les prisonniers musulmans, ce qu'il refusa parce qu'il y avait des prisonniers chrétiens. Il est retourné donc bredouille. En revanche, le contexte dans lequel nous réfléchissons sur l'islam, le contexte actuel, sur l'islam politique, est assez particulier parce que favorable à tous les préjugés. Les extrémismes et les terrorismes viendront brouiller les analyses sur le caractère politique de l'islam. Nous sommes dans un contexte mondial très hypothétique, marqué par une sorte de crise du sens. D'aucuns parleront de crise des idéologies, de la fin du militantisme. Il y en a même qui se demandent est-ce qu'il existe aujourd'hui sur Terre un militant, ou simplement de la défaite de la pensée. Compte tenu d'un tel contexte intellectuel mondial dominé par un enfermement aveugle de la raison, un rationalisme narcissique qui refuse de se recréer, penser le rapport d'une religion à la politique s'avère très risqué. Nous assistons en effet à un retour radical à de nouvelles formes de racisme intellectuel, d'eugénisme identitaire et de sectarisme moyen-âgeux, où la pensée n'a plus forcément besoin de s'ouvrir à ce qui la féconde, c'est-à-dire la diversité. Les notions de justice, de noblesse, de vérité, au-delà des chantiers bâtis d'un néolibéralisme qui a perdu la tête, ne mobilisent plus dans le sens strict du militantisme. Des milliers de personnes, dont des enfants, des femmes, des vieillards, des civils désarmés et impuissants, sous des tonnes de feu et de gaz de bombes, meurent dans des guerres insensées. Des massacres cruels s'opèrent à travers les génocides et guerres de religion, des saccages de musées suivis de vols et de détournements d'objets d'art. Vous comprendrez des objets symboles de civilisation, comme qui dirait qu'il y a une sorte d'élimination d'une civilisation, si on peut le dire. Il y a des tortures, des emprisonnements arbitraires passent inaperçus. La haine, l'hypocrisie, le mensonge, l'amalgame, la manipulation à outrance, la diabolisation de l'autrui, la violence aveugle, l'ostracisme et l'impunité sont érigés en règle. Dans quel monde sommes-nous? Dans cette situation, chers amis, tout homme habité par la plus petite goutte de morale et d'humanité vit une sorte d'angoisse existentielle, une sorte de déréliction, pour parler comme Heidegger, et un étonnement ahurissant. Démocratie, droits de l'homme, liberté sont à la fois des icônes et des slogans souvent génériques
et derrière lesquelles opèrent des idéologies aussi obscurantistes les unes que les autres. Chers invités, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers amis, vous vous demandez certainement pourquoi toute cette insistance sur le contexte. Je dirais en guise de réponse que le contexte où nous vivons est très spécial, car il consacre un enfermement de la raison dans des catégories de pensée sectaires et dogmatiques où les principes de différence et de pluralité souffrent. Le débat scientifique et désintéressé autour des concepts et notions cède la place à un sectarisme méthodologique et à une vanité d'école qui installe ce qu'on pourrait appeler la pensée unique. Celle-ci nous conduit à son tour à l'intolérance et au réductionnisme. Je pense que tout à l'heure, l'imam Kanté a parlé d'une terminologie très, très vague que l'on utilise comme ça, des indicatifs en tout cas qui posent beaucoup de problèmes. La pensée unique promeut la sclérose des concepts en enfermant la raison dans un îlot de conjecture. Ainsi, en écrivant ce livre, notre préoccupation primordiale a été de faire un travail de synthèse, de systématisation et d'analyse sur des œuvres politiques théoriques et pratiques qui ont marqué l'histoire de l'islam et qui sont susceptibles de permettre le dépassement de ces préjugés. Toute la première partie de notre livre, intitulée « Historique de la question politique dans l'islam », au-delà du souci de répondre à la question très polémiste à l'intérieur comme à l'extérieur de l'islam, à savoir si l'islam porte un intérêt à la politique, cherche à rendre compte des efforts des savants et des penseurs à l'élaboration de corpus politiques à partir des sources fondamentales de l'islam, le Coran et les hadiths, mais dans une parfaite ouverture et pluralité, édictée par des termes comme l'ijtihad. Déjà dans le vocabulaire coranique, vocabulaire politique ou orientation politique du Coran selon certains classiques, des termes tels qu'al-adl, l'équité, al-mizan, la balance, pour d'autres la justice, al-wali, le tuteur, al-khalifa, le vicaire, l'autorité ou le pouvoir, faisaient l'objet de débats politiques très controversés, aussi bien chez les savants classiques du rang d'Abul Hassan al-Mawardi, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar al-Asqalani, qu'avec également les penseurs et réformateurs modernes, à l'exemple de Sayyid Nursi, Abdelhamid Ibn Badis et Abul Allah al-Mawdoudi. Le débat contradictoire et politique, au-delà en effet du débat conceptuel et terminologique que nous venons d'évoquer, était aussi bien présent depuis le contexte de l'islam matinal. Dans l'entourage du prophète déjà, les savants rapportent que la divergence à propos de sa succession fut exprimée alors qu'il était encore vivant. Il aurait même reçu quelques échos à ce propos. L'autre pan de l'héritage politique, c'est la somme des expériences primordiales, fussent-elles douloureuses, telles que les scissions politiques, les assassinats parmi les compagnons, la naissance de grands courants tels que le chiisme ou le kharijisme. En essayant de faire ce travail historique, notre intérêt ne saurait se limiter à un souci de bilan ou de réhabilitation, mais nous avons surtout voulu, sans faire dans la prétention, inscrire ce patrimoine complexe dans un cadre plus général qui est l'histoire politique universelle de l'homme. En d'autres termes, nous affirmons une thèse forte. Le monde musulman, dans toute sa diversité, dans le temps et dans l'espace, a écrit de belles pages dans l'histoire politique universelle de l'humanité. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est une réflexion qui me plaît beaucoup. Nous devons nous demander, si nous demandons la contribution de l'islam, des théories des musulmans qui se reconnaissent dans le pan-islamisme, si nous demandons leur contribution, nous verrons qu'ils ont écrit de belles pages dans l'histoire universelle. Je vais renommer comme ça, l'histoire politique universelle. Et il m'arrive également de me demander, en lisant quelques notes sur disons, l'impact de l'islam politique, je dis bien à Bordeaux et à Toulouse, de me demander est-ce que véritablement les jeunes, comment on le dit encore, bordelais je pense, les jeunes bordelais, est-ce que dans leur manuel d'histoire, on leur apprend effectivement ces belles pages de l'islam? Je ne le pense pas du tout, parce que nous savons que l'enseignement de l'histoire a une dimension éminemment idéologique. C'est d'autant plus important de parler de la participation de l'islam ou du monde musulman à l'histoire universelle dans ce contexte de post-modernité caractérisé par le retour en force des communautarismes ultra-conservateurs, que ce serait une manière d'inviter notre humanité qui est aujourd'hui dans le brouillard, pour reprendre la formule de Milan Kundera dans son livre Les Testaments trahis, à ne pas perdre de vue l'intérêt commun de toute la famille humaine, à bien ériger, à bien gérer plutôt une terre et à la préserver de toutes les formes d'extrémisme dans l'islam ou en dehors de l'islam.
Dans la première partie, nos réflexions successives sur la centralité du terme siyasa, le professeur l'a dit, dans le débat politique, les fondements politiques de l'État de Médine, la question de la section et les raisons du déclin politique viennent ainsi consolider le caractère éminemment politique des messages et de l'esprit de l'islam. Voilà pourquoi, investi du devoir scientifique primordial de chercher la vérité dans toute étude, nous nous étions donné comme tâche de réfléchir sur des fondements de l'engagement politique en islam. En effet, le premier titre que j'avais donné à ce titre, des fondements de l'engagement politique, c'est des fondements de l'engagement politique en islam. Mais j'ose espérer que ce titre plus englobant, qui est l'islam politique, pourra quand même nous permettre de nous inscrire à l'universel. Cependant, nous avons pris la précaution de souligner qu'au-delà des textes, les corpus et les expériences politiques avérées dans l'histoire de l'islam, les acteurs du pan-islamisme, de l'islam politique, parce que déjà l'appellation pose problème, je me rends compte qu'en 2006, quand j'ai eu la chance d'en discuter avec le professeur Tariq Ramadan qui était au Sénégal, on ne convenait pas parce que lui déjà il évitait cette terminologie-là. Il ne parle plus d'islam politique ni d'islamisme parce que tellement il y a des théories autour, des théories évasives autour de ces notions. Mais moi je n'étais pas d'accord parce que je pense que cela ne doit pas nous pousser à être frileux et à ne pas évoquer ces concepts quand même qui peuvent avoir bien des contenus. Donc en général, des histoires, des parcours ont été réalisés dans l'espace. Ce qui revient à dire que l'islam ne donne point un modèle fini de société ou d'état politique standard. Ces choses doivent relever du génie humain. Néanmoins, il a dégagé de grandes orientations politiques et des principes d'hommes pour l'équilibre de l'homme, de la nature et du cosmos. Après avoir acquis des références sûres et variées, la deuxième source qui nous semble fondamentale pour le débat politique interne et externe sur l'islam est le renouveau de la pensée politique portée par des courants réformateurs modernes et contemporains. C'est l'objet de la deuxième grande partie. La deuxième partie de notre livre consacre une réflexion sur le rôle phare de pionniers engagés pour garder le message islamique dans son esprit primordial de globalité, à Shumouliya. Dans l'esprit des réformateurs, le challenge était énorme car la modernité et la contemporanéité sont jalonnés d'échecs et d'épreuves concernant le monde musulman. Respectivement, la première phase consacra la crise et la dislocation de l'unité politique du monde musulman entretenue par les grandes provinces politiques depuis le XIIe siècle, la clérose des connaissances, la transformation des pouvoirs en dynastie, les morcellements territoriaux imposés par les nouveaux découpages des maîtres du monde, je veux dire les colons, le retard de l'industrie et de la technologie finiront par mettre à genoux tout l'empire politique du monde musulman. Cette période doit être située entre le Moyen-Âge, la période médiévale et jusqu'à la chute du dernier géant, l'Empire turc ottoman en 1923. La deuxième phase de réforme contemporaine engagée par les réformateurs correspond à un contexte de colonisation et d'émergence de nouveaux courants politiques et idéologies laïcistes dans le monde musulman. Nous avons donné des exemples dans le livre en analysant les contextes égyptiens et algériens, très instructifs. Dans l'un comme dans l'autre, on assistera à la floraison de doctrines, d'idéologies et de courants de tout genre, le bassisme, le socialisme, le nationalisme, les panislamismes, etc. Mais ce qui est remarquable, c'est que les réformistes musulmans comme Ibn Badis en Algérie et Seyd Nursi en Égypte mettront des stratégies leur permettant à la fois de défendre la doctrine panislamiste et nationaliste, tout en étant en phase avec les questions sociales et économiques. Par moments, d'autres idéologies laïcistes finiront même par adopter les mêmes stratégies que celles des tendances panislamistes à cause de leur efficacité. D'un point de vue de la raison, par exemple, Seyd Nursi va défendre, il a écrit un volume de 6000 pages, va défendre la pertinence de l'État islamique avec des arguments sociaux, culturels et politiques pour montrer l'alternative possible et salutaire à toute l'humanité. Quant à Ibn Badis, il va, comme l'ont fait ses maîtres Jamaluddin Afghani et Mohamed Abdou, utiliser l'arme médiatique en élaborant des journaux qui seront successivement censurés. Le lobbying occupe ainsi une place de choix dans leur schéma de prédication, ce que nous avons considéré comme une expression du génie politique des réformateurs. La combinaison chez les réformateurs modernes et contemporains de l'attachement à la religion, de l'intelligence, de leur contexte, de la part réservée à la raison et de la prise en charge des notions d'altérité et d'historicité comme moteur de l'existence aurait donné à notre sens toute la portée de leurs œuvres de réforme pour un islam authentique, ouvert et engagé. Et justement, c'est le sens de cet engagement pour les réformateurs qui nous a poussé à réfléchir dans la troisième grande partie du livre, intitulée Les grands problèmes de l'islam, sur les grandes questions de société, entre autres le phénomène démocratique, le multipartisme et la liberté d'expression, la question des femmes,
l'adaptation de la charia et la problématique de la forme de l'État, le problème du salafisme et du wahhabisme. Ensuite, nous étions obligés alors d'intégrer d'autres aspects importants de notre réflexion. C'est pourquoi figure dans la dernière partie des réflexions sur le printemps arabe, la crise nord-malienne et le putsch militaire en Égypte. Nous souhaitons finalement que ce livre s'offre à toute l'humanité afin que l'islam soit vu comme un patrimoine universel, comme son prophète est offert en tant que miséricorde dans tous les univers.